L'aube se lève sur la paroisse de Bienville, en Louisiane. Une route de terre déserte, l'air épais de poussière. Cachés dans les hautes herbes, 6 officiers attendent, silencieux, prêts, guettant un duo dont les noms hantent le sud depuis des mois. Soudain, une Ford V8 beige apparaît. À l'intérieur, un jeune homme au volant, une cigarette à la main et une femme sur le siège passager. Clyde Barrow et Bonnie Parker. La voiture ralentit, puis le moteur rugit. Les coups de feu éclatent. Quelques secondes plus tard, la Ford est criblée de balles. Quand la fumée se dissipe, le couple à l'intérieur ne bouge plus. Leur règne de violence s'achève exactement comme il avait commencé, rapide, impitoyable. Avant l'embuscade, il y avait le Texas, la Grande Dépression et une rencontre fortuite en 1930. Ce qui avait débuté comme une histoire d'amour s'est vite transformé en une tempête de braquage, d'enlèvement et de meurtre qui a captivé l'Amérique. 2 amants de petite ville, une Ford V8 et une traînée de sang à travers le pays. Comment en est-on arrivé là? Comment une serveuse de 19 ans est-elle devenue la femme la plus recherchée d'Amérique? Comment ce couple a-t-il pu déjouer les shérifs, les patrouilleurs et les agents fédéraux à travers 5 États? Et comment la loyauté, de toutes les choses possibles, a-t-elle fini par causer leur perte? Voici l'histoire de Bonnie et Clyde, le couple criminel le plus célèbre d'Amérique. West Dallas, 1930. Un endroit où la fumée des usines se mélangeait à la poussière soulevée par les enfants. Bonnie Parker était l'un d'entre eux. À 19 ans, le regard vif, agité. Elle était trop intelligente pour son milieu et trop ambitieuse pour passer sa vie à servir des tables. Son père était mort quand elle avait 4 ans et sa mère avait rapproché la famille de leurs proches. Bonnie excellait à l'école, écrivait de la poésie et rêvait de grandeur. Mais les rêves ne nourrissaient pas une famille. Et dans un monde s'écroulant sous le poids de la Grande Dépression, même les jeunes filles sérieuses apprenaient que le charme pouvait être une monnaie d'échange. Elle se maria jeune avec Roy Thornton, un fauteur de troubles local. Il lui laissa un tatouage, Roy et Bonnie au-dessus du genou droit. Et quelques années de chaos. Quand il partit en prison, elle cessa simplement d'attendre. Puis elle rencontra Clyde Chestnut Barrow. C'était en janvier 1930, chez un ami. Bonnie observait Clyde, Clyde observait Bonnie. Aucun des deux ne scia. En quelques jours, elle lui cuisinait des repas. En quelques semaines, ils étaient inséparables. Soudain, cette romance éphémère s'interrompit. Clyde fut arrêté en février pour une série de cambriolages. Bonnie se retrouva à écrire des lettres à son petit ami détenu. Quand les mots ne suffirent plus, elle passa à l'action. En mars, elle lui fit passer une arme en cachette, qu'il utilisa pour s'évader. Quelques jours plus tard, il fut capturé à nouveau et envoyé à la ferme-prison d'Eastham, un endroit réputé pour briser les hommes. Eastham n'était pas une prison ordinaire. C'était un camp de travaux forcés où les gardiens tiraient d'abord et posaient des questions ensuite. Les détenus travaillaient dans les champs sous le soleil du Texas. Clyde y subit des abus répétés, battu, humilié. Pour survivre, il ramassa un morceau de fer et fracassa le crâne de son bourreau. Un autre détenu endossa la responsabilité du meurtre. Quand Clyde sortit 2 ans plus tard, il n'était plus seulement imprudent, il était assoiffé de vengeance. Chaque cellule de son corps détestait le système carcéral texan. Cette haine devint sa raison de vivre. Lorsqu'il retrouva Bonnie en 1932, elle vit le changement. Le charme enfantin avait disparu, mais elle le choisit pleinement, délibérément. Ils commencèrent petits, des épiceries, des stations-service, des banques rurales, des cours rapides, jamais pour la fortune, juste pour la survie. Bonnie se sentit de plus en plus attirée par l'adrénaline. Pour elle, il ne s'agissait pas d'argent, mais de faire partie d'une histoire. Le gang Barrow commença à se former autour d'eux. Buck, le frère de Clyde, sa femme, et une poignée de vagabonds qui n'avaient plus rien à perdre. Puis vint Hillsboro, au Texas, en avril 1932. Ce devait être un simple braquage. La cible était John Butcher, un commerçant local. Mais quelque chose tourna mal. Panique, cris, mouvement. Clyde pressa la détente. Butcher s'effondra, mort. Ce fut le premier meurtre officiellement lié à Clyde Barrow. Dès lors, ils ne furent plus de simples voleurs. Ils étaient même des tueurs en cavale. Bonnie fut brièvement arrêtée dans le comté de Kaufman après un casse raté. Elle fut libérée quelques semaines plus tard et retourna aux côtés de Clyde. Quelle que soit la peur qu'elle avait pu ressentir, elle était morte dans cette cellule. Ensemble, ils franchirent les frontières des États qui laissa derrière elle des officiers, des citoyens et des shérifs morts à travers le Texas, l'Oklahoma et au-delà.
En 1933, le gang Barrow était devenu tristement célèbre. Les journaux les dépeignaient comme des rebelles glamour. Les forces de l'ordre, elles, les voyaient comme des bêtes enragées. La vérité se situait quelque part entre les deux. Paroisse de Bienville, Louisiane, 23 mai 1934. La Grande Dépression avait anéanti la confiance de l'Amérique envers l'autorité. Les banques saisissaient les biens des familles, les shérifs procédaient aux expulsions et la loi était devenue synonyme de perte. Alors, quand le bruit a couru qu'un jeune couple dévalisait ces mêmes institutions, les gens ont commencé à prêter attention. Ils se déplaçaient constamment, gardant toujours quelques kilomètres d'avance sur la justice. Le gang roulait dans des forts de volée et dormait dans des granges abandonnées. Mais le tournant décisif eut lieu à Joplin, dans le Missouri, en avril 1933. Le gang se cachait dans un petit bungalow en pierre, se faisant passer pour des locataires ordinaires. Les voisins rapportaient des scènes de beuverie, des disputes bruyantes et des coups de feu résonnant dans la nuit. La police locale organisa un raid. Ils s'attendaient à tomber sur un repère de petits trafiquants d'alcool. Ils sont tombés sur une zone de guerre. Dès l'arrivée des officiers, Clyde et Buck ont ouvert le feu. Les balles ont transpercé les murs étroits. 2 policiers se sont effondrés, morts, avant même d'avoir pu dégainer leurs armes. En quelques secondes, le gang s'était volatilisé. À l'intérieur du bungalow, la police a trouvé 6 pellicules photos non développées, des armes et des brouillons de poèmes. Lorsque les photos furent développées, l'Amérique découvrit le vrai visage de Bonnie et Clyde. On y voyait Bonnie, cigarette au bec, appuyée sur l'aile d'une Ford volée avec un revolver à la hanche. Et il y avait Clyde, souriant, le bras autour d'elle. Ces photos se sont propagées dans les journaux, comme une traînée de poudre. Les rédacteurs en chef ne pouvaient résister à ce mélange de glamour et de violence. Les autorités les qualifiaient de menaces pour la décence. Fin 1933, Bonnie et Clyde étaient redevenus la plus grande contradiction de l'Amérique. Mais comment tuer une histoire à laquelle le public a envie de croire ? La réponse ne tarderait pas à venir. Nous sommes à la mi-1934 et la fascination du public pour le couple est devenue une source d'embarras pour les forces de l'ordre. Les gouverneurs du Texas et de la Louisiane voulaient l'arrestation du duo à n'importe quel prix. Après 2 ans de cavale, le gang Barrow se résumait désormais à 2 personnes. Clyde Barrow et Bonnie Parker. C'est alors qu'apparut Frank Hamer. Hamer n'était pas un policier ordinaire. Ancien Texas Ranger, c'était le genre d'homme qui ne gaspillait ni ses mots, ni ses balles. Il était à la retraite, mais l'État fit appel à lui pour une mission unique, traquer Bonnie et Clyde. Il connaissait leur profil, rapide, imprudent et arrogant. Il comprit que les poursuivre de manière traditionnelle ne fonctionnerait pas. Chaque shérif ou patrouilleur qui s'y était essayé avait fini humilié ou tué. Hamer adopta une approche différente. Il commença à les étudier. Il cartographia chaque signalement, chaque braquage, chaque cachette. Il remarqua un schéma. Le couple tournait toujours dans les mêmes états, revenant sans cesse sur leur terrain familier. La loyauté de Clyde envers sa famille et son obsession à retrouver d'anciens codétenus du Texas fournirent une piste à Hamer. Il mit en place un réseau d'informateurs, contactant discrètement des locaux, des ex-détenus et des proches des anciens membres du gang. La loyauté de Clyde était sa faiblesse. En janvier 1934, Clyde avait organisé une évasion violente à Eastham, libérant 5 prisonniers et tuant un garde. Parmi les évadés se trouvait Henry Medvin, qui rejoignit Bonnie et Clyde pour ce qui allait être leur dernière cavale. Hamer suivit cette piste. Il réalisa que le couple s'était attaché à la famille de Medvin, leur rendant visite chez eux, en Louisiane, entre 2 coups. C'était sa chance. Au printemps, Hamer avait mis sur pied un détachement de 6 hommes, 2 officiers du Texas, 2 de Louisiane et 2 du système pénitentiaire fédéral. Ces hommes étaient expérimentés, discrets et patients. Pendant 3 mois, ils ont suivi chaque mouvement du couple, anticipant l'endroit où ils referaient en surface. Hamer savait que Bonnie et Clyde ne se rendraient jamais. Il n'y aurait ni négociation ni procès. La seule façon d'en finir était de tendre un guet-apens. En mai, le père de Medvin passa un accord avec les autorités. En échange de la grâce de son fils, il accepta d'attirer le duo dans un piège. Il informa Hamer que Bonnie et Clyde prévoyaient de se rendre chez lui en empruntant la route 154, une voie isolée dans la paroisse de Bienville, en Louisiane. Pendant 3 jours et 3 nuits, l'équipe de Hamer resta aux aguets, dissimulée parmi les arbres et les broussailles, presque immobile.
Les rares habitants qui passaient par là ne remarquèrent rien d'inhabituel. Puis, au matin du 23 mai 1934, juste après l'aube, ils aperçurent la Ford descendre la colline. Clyde était au volant, Bonnie à ses côtés, la main posée sur son épaule. Hamer leva la main, le signal silencieux. Il attendait ce moment depuis des mois. L'ordre fut bref et définitif. Cachés derrière les arbres, les 6 officiers épaulèrent leurs fusils. Sur la route de terre, la Ford s'approchait. Clyde remarqua une voiture arrêtée devant lui et ralentit. Hamer donna l'ordre de tirer. En quelques secondes, plus de 150 balles criblèrent la Ford. Clyde mourut sur le coup. Bonnie poussa un cri, puis s'éteignit à son tour. La voiture roula dans un fossé et s'immobilisa. À l'intérieur, on trouva des fusils à pompe, des pistolets, des carabines et plus de 1500 munitions. À midi, la nouvelle s'était déjà propagée. Des centaines de personnes se précipitèrent sur les lieux, s'agglutinant autour de la voiture criblée de balles pour arracher des souvenirs. Des mèches de cheveux de Bonnie, des éclats de verre et même des morceaux de sa robe. La Ford devint plus tard une pièce d'exposition itinérante. Leurs funérailles attirèrent des milliers de personnes, mais la mère de Bonnie refusa d'exaucer la dernière volonté de sa fille, être enterrée aux côtés de Clyde. À la fin de leur cavale, Bonnie et Clyde avaient à leur actif 13 meurtres, une quinzaine de braquages de banques, des dizaines de petits vols et plus de 50 voitures volées à travers 5 États. En ce matin calme de Louisiane, la frontière entre hors-la-loi et Zikone s'est éteinte avec eux.